Voilà, il y était maintenant. Alexandre Valincourt avait vécu les 20 dernières années de sa vie dans la hantise de ce moment. 20 ans durant lesquels chaque décision avait visé à retarder, éviter cet instant. Tous ces meurtres, pour 20 pauvres petites années arrachées à la vérité. Et il atterrissait ici, sur un fauteuil bancal, dans ce commissariat déchu, tapant des aveux sur un clavier gris d'usure. À 2 minutes de retrouver son fils et de devoir lui dire comment l'annoncer à son fils. Les apparences jouaient tellement contre lui. Alexandre repoussa le clavier en direction de Capestan qui lança l'impression. Elle attendit les feuilles debout devant l'imprimante et il les lui tendit sans même les lire. Il prit un stylo dans sa veste d'uniforme et signa. Il se leva, tout en rangeant son stylo, et suivit Capestan qui le conduisit au bureau où se trouvait Gabriel. Elle frappa. Il fit signe aux deux lieutenants de sortir et s'effaça pour laisser entrer le divisionnaire. Il ressentait un grand calme maintenant, un apaisement infini, la mort ou quelque chose comme ça. Capestan referma la porte derrière lui. « Bonjour Gabriel, fit Alexandre sans trop s'approcher de son fils. Ils vont te laisser sortir. Valincourt chercha les mots suivants. Rien de convaincant ne se présenta. Il dut continuer avec les faits bruts. Moi, en revanche, je vais rester. Je me rends. J'ai tué des gens. Je n'avais pas le choix. C'était la seule solution pour que tu grandisses tranquillement. Il n'avait pas besoin de demander à Gabriel de le laisser parler, de ne pas l'interrompre. Son fils se tenait le plus loin possible dans son fauteuil et n'osait même trembler. Un galon de la coudoir se décollait et Gabriel le tiraillait machinalement de la main droite. Les pieds ancrés au sol, on le sentait prêt à bondir, toujours vif. Valincourt inspira, saisit une des chaises contre le mur, s'assit au bout et reprit la parole. « Je vais t'expliquer. »« C'est le bateau, c'est ça ? Il s'est passé quelque chose ?» coupa Gabriel, impatient d'avoir tort. « Oui, » répondit Valincourt. Il avait du mal à se concentrer et il se frottait les yeux. Le naufrage lui revenait en mémoire, entêtant. Alexandre Valincourt percevait les cris qui montaient, se rapprochaient, une corne de brune hurla, inutile, et des passagers le frôlèrent en courant. Il secoua brusquement la tête pour se réveiller et affronter son fils qui le fixait. Il baissa les yeux. « Tu as fui sans attendre maman, c'est ça ?»« Non, » murmura Valincourt. Pour ces dernières heures en Floride, Rosa avait passé une fine robe de coton turquoise sur son corps mince. Elle s'était avancée vers le ponton d'embarquement avec les enfants, désignant du menton Alexandre au contrôleur pour les billets. Alexandre la contemplait tout en tendant les réservations au responsable du terminal, un Américain gigantesque dans une chemisette trempée de sueur. Alexandre pouvait lire la mélancolie sur les traits de la jeune femme et lui en voulait de lui imposer ce nouveau déracinement. C'était le seul choix raisonnable, bien sûr, mais elle lui en voulait. Alors qu'elle se tournait vers le large, son fils Antonio en profita une fois de plus pour échapper à sa vigilance. Il se dirigea furtivement vers un perroquet que ses maîtres avaient encagé pour le voyage. Il frappa les barreaux du plat de la main, et l'animal, terrorisé, battit des ailes en criant. Ce gosse était une vermine surprotégée par sa mère qui l'adorait et lui pardonnait tout, sous prétexte qu'il avait grandi sans son père. Un père qui ne valait sans doute pas mieux que Rosa persistait à vénérer pour d'obscures raisons politiques. Encore un guerrier qui se gargarisait du courage au combat et fuyait la moindre responsabilité familiale. Il avait abandonné cet Antonio, cet Attila, et c'est Alexandre aujourd'hui qui devait élever le petit tyran, qui devait surtout le surveiller, comme le lait sur le feu dès qu'il s'approchait de Gabriel, le fils adoré, trésor d'Alexandre, splendide incarnation de son amour pour Rosa. Gabriel était doux, beau et souriant. Il n'avait pas 2 ans, mais déjà rien en commun avec ce demi-frère stupide et brutal qui lui avait arraché le lobe de l'oreille d'un coup de dent. Au loin, Alexandre vit Attila qui attrapait la main de Gabriel et la plaquait sur la cage. Il cherchait maintenant à le faire passer entre les barreaux. Le perroquet allait mordre. Alexandre planta sur place les bagages et parcourut à toute allure les quelques mètres qui le séparaient des enfants.
Il souleva Attila d'une main et de l'autre le gifla à toute volée. Rosa poussa un hurlement. En une seconde, elle fut sur Alexandre qu'elle secoua avec rage. Une fois encore, malgré l'amour infini qui les unissait et à cause de ce gosse qui se roulait à leurs pieds, Rosa et Alexandre se livrèrent à une violente dispute. Attila serait toujours entre eux, comme une tique sur un bonheur parfait, un parasite tout juste bon à détourner l'amour de Rosa. En les doublant, la mamie avec qui ils avaient discuté devant le terminal leur adressa un regard réprobateur. Une si jolie famille se déchirait ainsi. Pendant ce temps, le navire larguait les amarres, les hommes d'équipage prenaient leur poste, invitaient les passagers à rejoindre le bar où les vastes cabines moquetaient de bleu. Le ferry prenait la mer sans s'inquiéter du vent noir et opiniâtre qui soufflait au large. « Tu l'as abandonné, c'est ça ? Qu'est-ce que t'as fait, papa ? Dis-le-moi, pria Gabriel le corps serré. Valincourt tenta de recouvrer ses esprits, de revenir dans la pièce où son fils le réclamait. Il ne lui avait jamais parlé d'Antonio, celui-ci ne portait pas son nom et n'apparaissait nulle part, mais il était temps. Tu avais un frère. Un bref éclair de joie passa dans le regard de Gabriel. D'un triste mouvement de tête, Alexandre le fit aussitôt disparaître. Un demi-frère. Tu ne l'aimais pas, ajouta-t-il comme pour le consoler. Où il est ? Tenta Gabriel. Valincourt aspira de nouveau. Les eaux du golfe du Mexique commencèrent à clapoter contre ses flancs. Une fine bruine lui colla au visage et sa vue se brouilla. Après leur dispute, Rosa était montée directement au bar sur le pont supérieur, seule. Malgré sa rancune, elle avait confié Gabriel, bien sûr, mais aussi Antonio, à la garde d'Alexandre. En signe de représailles peut-être, ou pour mettre au défi son sens du devoir. Le sens du devoir. Celui d'Alexandre Valincourt, c'était le plus affûté de tous. Ils étaient là, tous les trois, sur le pont inférieur. Les garçons jouaient, Alexandre ruminait, assis dans son transat. Un souffle violent fit subitement claquer une drisse le long de la coque. Une tempête menaçait. Pourtant, les prévisions météo n'annonçaient pas d'ouragan avant 1 ou 2 jours. Mais la houle, elle, l'annonçait pour tout de suite. Dès les premières gouttes, le sol devint glissant et le pont se vida. Alexandre se leva, il fallait faire entrer les enfants. Les vagues frappèrent le bastingage et le ferry se mit à tanguer de plus en plus fort. Puis, la pluie s'abattit en cascade et une nuit opaque tomba en plein après-midi. Des cris d'affolement se répandirent sur le navire. Un pan de sa veste restait coincé dans la structure du transat et Alexandre tira dessus avec impatience, refusant contre toute logique de l'abandonner là. Debout, en déséquilibre, il hurla pour appeler les garçons situés à 3 mètres à peine. La veste cédant enfin, et Valincourt peut se redresser tout à fait pour voir Gabriel qui, de sa démarche mal assurée, avançait de quelques pas, les bras écartés. Un choc inattendu fit trembler le navire. Gabriel bascula vers l'avant et Attila, terrorisé, le piétina pour se réfugier dans les jambes d'Alexandre. Étalé de tout son long, Gabriel glissait maintenant vers le bord sous les paquets d'eau qui secouaient le bateau. Son regard s'arrondit et alors qu'il ouvrait la bouche pour appeler, il avela sa première tasse. Un courant d'adrénaline électrifia Valincourt. Il se précipita vers son fils et agrippa son pull d'une seule main. Attila, en pleine panique, grimpait le long du corps de son beau-père et il gagnait son torse, entravant ses mouvements. Le coton du pull s'étira sous les doigts d'Alexandre et insidieusement la peur fit place à une colère froide. Une opportunité extraordinaire s'offrait à lui, l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette graine de tortionnaire qui minait son fils. Au final, ce déluge allait tout régler. Pour assurer sa prise, pour sécuriser Gabriel, Valincourt devait de toute façon se dégager d'Attila. Alors il s'en dégagea. Valincourt, comme on se débarrasse d'un crabe qui vous pince, détendit sèchement le bras pour décrocher le petit. Les mains d'Antonio s'ouvrirent sous l'élan et, dans un cri, il valsa par-dessus bord. Il battit des jambes des bras pour trouver à s'accrocher. Perdu dans le fracas des lames, sa chute n'eut aucun écho. Alexandre serra Gabriel contre lui, puis pencha la tête au-dessus du bastingage. Le corps d'Attila avait disparu. Alexandre cligna des yeux et entendit les haut-parleurs cracher des consignes inaudibles. Une voie d'eau s'était ouverte à la poupe, la mer s'engouffrait dans la cale en flots continus.
Une odeur écœurante de gasoil gagnait l'atmosphère. Alexandre frotta les cheveux de Gabriel et se tourna vers l'intérieur du bateau. L'œil de Rosa le figea sur place. Elle se tenait à l'entrée des cabines, sidérée, pétrifiée. En une fraction de seconde, son visage passa de la détresse au mépris à la haine. Elle jeta son sac et se précipita vers une bouée dont elle s'empara pour plonger dans l'eau noire au secours de son fils, sans l'ombre d'une hésitation. Valincourt n'eut pas un geste pour la rattraper. Il entendit une voix d'homme qui tenait pour retenir la jeune femme. C'était une autre voix que la sienne, celle d'un officier de marine apparu dans son dos. Un homme qui se tenait là depuis quelques instants déjà et qui, plus tard, se souviendrait de ce qu'il avait vu. Au cours du naufrage, ton demi-frère est tombé à l'eau. Ta mère a sauté pour le sauver, mais elle s'est noyée. Je n'ai rien pu faire. Je ne pouvais pas te lâcher pour sauter à mon tour. Rosa engloutit. Rosa qui n'avait pas su pourquoi, qui n'avait pas compris qu'il avait pris pour un monstre. Rosa noyée. Et noyée avec elle la promesse d'une existence lumineuse pour Alexandre et son fils. Valincourt n'arrivait pas à se le pardonner. Il n'avait pas su rattraper Rosa. La vie ne serait plus la même. Attila les aurait empoisonnés jusqu'au bout. Mais Gabriel ne comprenait pas. C'était un accident alors ? Oui, affirma Valincourt, sans oser croire à sa chance. Gabriel secoua la tête, ses cheveux bouclés balayant son front. Mais pourquoi tuer les Guénans alors ? Oui, pourquoi alors ? Valincourt ne pourrait se contenter de cette version. Il devait céder la vérité. Une vérité atténuée suffirait peut-être. En fait, si ton demi-frère est tombé, c'est parce que je l'ai bousculé. Il te bloquait l'accès aux cabines. Ça devenait dangereux. Je l'ai écarté et il a glissé. Yann Guénan m'a vu. À son retour en France, il a voulu me faire chanter. Guénan l'avait vu se débarrasser du garçon, mais il ignorait le nom de Valincourt, le nom d'un passager parmi des centaines d'autres. Dans le chaos qui avait suivi, la panique avait créé des foules compactes. Lorsque les opérations de secours avaient enfin débuté, le ferry s'était déjà couché sur le flanc, emportant des dizaines d'hommes et de femmes. Les hélicoptères et les navettes avaient peiné à évacuer les survivants. Les voyageurs avaient été dispersés. Valincourt et son fils avaient pu s'en tirer et regagner la France sans encombre. Mais Alexandre se méfiait des suites. Il avait cherché le nom du marin. Il l'avait localisé dès que celui-ci avait posé le pied à Paris. Il répugnait pourtant à l'assassiner. Cela devait répondre à une absolue nécessité. Guénan, dans la confusion, avait peut-être effacé le souvenir. Pour en avoir le cœur net, Alexandre l'avait filé régulièrement. Et quand le marin avait entamé le tour des rescapés français, alors Valincourt s'était résigné. Si Guénan croisait sa liste avec son visage, si Guénan le dénonçait, il subirait un procès, la prison pour infanticide des années, et Gabriel serait placé dans une famille à la merci de n'importe quel détraqué. Inacceptable. Alexandre ne courait pas ce risque. Il avait étudié la situation et guetté le moment opportun. Le sang-froid avait fait le reste. Du chantage, mais Gabriel réfléchissait. Sa pensée allait plus vite, plus loin qu'il ne l'aurait voulu. Alexandre le vit parvenir à Sozel, une vieille dame, et retenir sa question. De nouveau, les pieds du garçon, sans qu'il en ait conscience, testèrent leur appui sur le parquet. Le galon du fauteuil tenait maintenant dans son poing fermé, sans qu'il lui accorde un regard. L'inconscient de Gabriel visait désespérément la porte de sortie, mais les sourcils froncés se força à poursuivre. La vieille dame, Guénan, lui avait raconté. Au cours de cette conversation, Marie Sozel n'avait pas fait le rapprochement avec la famille croisée lors de l'embarquement. Mais, au cours de la commémoration, en voyant les photos de Rosa et d'Antonio qui défilaient, le souvenir des anecdotes du marin s'était ravivé. Elle s'était interrogée et, dans sa grande naïveté, avait posé la question à Valincourt. Les meurtres qui succèdent aux meurtres, Valincourt contempla de nouveau son fils, assommé. Ce fils qu'il aimait tant, ce dernier sang de Rosa. Il était tellement jeune. « Je suis désolé, murmura Valincourt. Gabriel n'écoutait pas sa désolation. Gabriel s'effritait, mais il continuait de se débattre. La femme de Guénan, tu m'as suivi pendant que j'enquêtais. Tu as regardé mon téléphone. Pour la faire taire, c'est à cause de moi.
Gabriel avait beaucoup de questions à présent. Valincourt ne détenait qu'une seule réponse. Rien n'est à cause de toi. Rien. J'ai fait ce que je pouvais, mais toi, tu ne mérites pas une seule des minutes que tu es en train de vivre. Je suis désolée. Les yeux d'Alexandre rougirent et quelques larmes se décidèrent à perler. S'ensuivit un long silence que ni le père ni le fils ne surapprivoisaient. Ils restèrent sans bouger, ne respirant qu'à moitié. Puis Gabriel se leva, chancelant, et gagna la porte. Il l'ouvrit et vit Manon plus loin, adossée dans le couloir. Il marcha lentement jusqu'à dans ses bras. Orsini patientait à la caisse du magasin de fêtes et costumes. En plus de la banderole, il avait choisi des ballons gonflables, 3 guirlandes multicolores et quelques lampions en papier, dont 2 figurant le soleil et la lune. Son mobile vibra dans sa poche. Il considéra le nom sur l'écran lumineux. Chevalet, un ami journaliste sollicité au cours de l'enquête. Orsini soupira et mit en place son oreillette. « Salut Marcus » fit la voix dans l'écouteur. « Alors, tu m'avais promis une histoire. » Orsini pensa au crime de Valincourt, puis revit le fils, Gabriel. Son propre enfant n'avait pas eu la chance d'atteindre cet âge. « Oui, Ludo, finalement ça n'a rien donné, une prochaine fois. » Il raccrocha. Le patron du magasin l'observait en souriant et Orsini tendit ses articles. À côté du comptoir, un présentoir exposait un choix de farces et attrapes. Orsini prit un paquet de dragées au poivre. C'était toujours hilarant, les dragées au poivre. L'ascenseur transportant la commissaire s'arrêta au 5e étage. Les portes s'écartèrent dans un grincement de machinerie et Capestan découvrit les jambes d'Orsini qui, en équilibre précaire sur un escabeau, suspendait une banderole bienvenue au-dessus de la porte. Il agrippa la chambranle d'une main anxieuse avant de se retourner brièvement. « Bonjour, commissaire, on vous attendait. »« Bonjour, Orsini, » répondit Capestan, le visage levé vers le capitaine. « On m'attendait pourquoi ?» Orsini avait l'air de vouloir planter une punaise dans du béton avec le pouce. « Pour préparer la crémaillère. Et je ne suis pas au courant. » Ah. Embêté, Orsini suça son pouce endolori. « C'était peut-être une surprise, confessa-t-il. Je ne sais pas, il faudrait voir avec Rosière. » Évidemment que c'était avec Rosière qu'il fallait voir. En entrant dans le salon, Capestan aperçut Évrard et Lévite s'affairer autour du bureau qu'ils avaient métamorphosé en table de banquet et recouvert d'une nappe en papier à volute rouge. Des guirlandes égayaient les murs et Dax décorait les fenêtres avec une bombe qui, à en croire l'odeur, était indélébile. Des lampions colorés habillaient désormais les ampoules nues. Le commissariat ressemblait à une école primaire la veille de la kermesse. Capestan entreaperçut Torres qui traversait la cuisine, harnaché d'un tablier Knorr en coton souple. Depuis son sauvetage au carrefour, la brigade semblait tolérer sa proximité. Il n'allait pas jusqu'à lui taper dans le dos ou soutenir son regard, mais les cheveux ne se dressaient plus sur son passage. Fauteuil, bureau, canapé, table, les meubles étaient repoussés contre les murs, aménageant un espace propice à la danse. Le Breton achevait de placer les baffles. Quant à Rosière, justement, baudruche verte dans une main, gonfleur dans l'autre, elle philosophait avec Merlot qui, le cul dans son fauteuil, aidait psychologiquement. « Plutôt mer ou plutôt montagne ?» cracha Rosière. « Pourquoi imposer un camp ? On ne peut pas tout prendre peut-être ? Cette manie qu'ont les gens. C'est toujours « t'es plutôt Beatles ou Rolling Stone ?»« Pink Floyd » fit la voix de Dax dans le fond. Hallyday ou Eddie Mitchell, Sardou, aboya Dax, qui, à défaut de comprendre, avait le mérite de l'enthousiasme. Chien ou chat, sucré ou salé, je suis plutôt ci, je suis plutôt ça. Connerie, oui, pourquoi pas. Plutôt table ou plutôt chaise, conclut Rosière. Elle arracha le ballon du gonfleur et une voile en bout, d'une main experte. Elle arborait un tailleur-jupe de satin doré qui semblait prêt à finir la nuit au lido. Son trait d'eyeliner émeraude jouait sur la redondance d'un regard vert vif qui, pour l'heure, mettait Merlot au défi de répondre. Mais il en fallait plus pour impressionner le cuirassé capitaine habitué à pérorer du lever au coucher. Lui-même brillait comme un sous-neuf, son crâne poli paraissant frotter au miroir. « Absolument, cher ami. Le choix, toujours le choix. Exactement ce que je disais. »
Découragée, Rosière se tourna et avisa Capestan. D'un geste ample du bras, elle désigna le salon et sa décoration de fête. Sympa, non? Des affaires résolues, un coupable chez le juge d'instruction, un nouveau papier peint, on s'est dit... On. Rosière sourit faussement, contrite, et poursuivit. On s'est dit que ça se fêtait et que commissariat méritait bien qu'on fasse péter les boutanches. On a eu tort. On a vachement bien fait. On a invité qui? Ben, les flics de la brigade. Mais Buron, par contre, je ne savais pas si tu voulais le prévenir. Je l'appelle. Capestan s'isola près de la fenêtre, le regard perdu sur la rue Saint-Denis et ses immeubles de guingois qui se soutenaient les uns les autres. Rien d'aligné dans cette rue à laquelle il avait manqué un bon orthodontiste. Capestan parla 2 minutes avec Buron et raccrocha. Le Breton s'approcha entre 2 expirations dans un ballon bleu et il demanda « Alors, Valincourt ?» Avec les aveux signés, Buron a pu le déférer au parquet, répondit Capestan. Ça ne nous regarde plus maintenant. Ouais, cria Dax en approchant. Dax criait toujours. Sur cette enquête, on a été énorme. Quand je pense aux gars de l'époque qui avaient trouvé que dalle, pendant la tête les poulets. C'était le dossier de Valincourt et il ne voulait pas vraiment trouver le coupable, rappela Orsini, qui avait rejoint l'attroupement. Ouais, n'empêche, insista Dax content. Face à la sono, Lévitz faisait défiler un CD. Il laissait éclater les 3 premières notes d'un titre, puis passait au suivant, en lisant la pochette. Évrard, inconsciemment, esquissa un mouvement sur chaque note, puis stoppait et recommençait. Elle grimaçait sans parvenir à identifier d'où provenait sa gêne. Elle vint se mêler à la conversation. Au fait, pourquoi Valincourt nous a refourgué le dossier Sauzel? C'était risqué, il est joueur, le monsieur. Non, je vérifierai auprès des bureaux, mais j'ai dans l'idée que le carton à faire classer de Valincourt a disparu pendant ses vacances. Après avoir soufflé de nouveau dans son ballon, le Breton le fixa avec l'intention manifeste de réduire le tabac, puis il revint à la discussion. Le fils, le pauvre, fit Rosière. Il doit le haïr. Non, répondit Capestan. Valincourt l'a élevé, et bien, pendant 20 ans. Et il croyait agir par sens du devoir pour préserver son fils. Il traçait sa route fixée sur un objectif, quitte à commettre 4 meurtres. Il s'est enferré comme tous les inflexibles. Gabriel ne peut pas le détester, il ne le détestera jamais, mais il est dépassé. Ce matin, il n'était toujours ni en colère, ni en larmes, ni rien du tout, totalement sonné. Heureusement, sa fiancée ne le quitte pas d'un pouce. Une vague tristesse passa sur les visages de la brigade, et chacun retourna à ses occupations. 3 heures plus tard, il régnait dans le salon un boucan infernal. Dax ne cessait d'augmenter la sono, et Orsini de passer derrière pour la baisser. Rosière et Merlot torpillaient toutes les bouteilles à leur portée. Le Breton conservait précieusement la sienne à côté de son verre. Dans un coin, Torres triait des CD. En dansant un rock avec Capestan, il s'était luxé le genou gauche, il était ravi. Évrard et Lévitz, littéralement en transe, n'avaient pas quitté la piste sur un seul titre, même quand Torres avait insisté pour passer à Adamo. Capestan regardait Pilou dans la cuisine qui donnait de grands coups de truffe dans sa gamelle en plastique gris. Malgré le caoutchouc antidérapant, l'écuelle butait contre le mur, y creusant une encoche de peinture écaillée. Une fois repu et rafraîchi, le chien trotta vers Rosière, les babines semant des gouttes d'eau sur son passage. Côte à côte, Buron et Capestan jouaient les piliers de buffet. C'est bien vous qui avez subtilisé le dossier Valincourt, hurla Capestan pour se faire entendre malgré la musique. Oui, articula Buron. Cet échec faisait tache dans sa carrière, j'avais du mal à me l'expliquer. Et pour Guénan, comment avez-vous fait le rapprochement? Il n'était pas sur l'affaire. Non, mais il venait de débarquer au 36 et il passait régulièrement en voisin. Quelques années plus tard, quand il a intégré mon équipe, j'ai eu son dossier RH. J'ai vu qu'il avait vécu à Key West la même année que le naufrage, une coïncidence qu'une âme totalement innocente aurait signalée. Comme, en plus, certaines pièces du dossier avaient disparu. En fait, vous le soupçonnez de meurtre et vous l'avez couvert pendant 20 ans. Non, pas du tout, tempéra Buron. Patelin en diable. Mais je l'avais trouvé négligent.
j'ai profité de la création de cette brigade pour éclairer la question. Vous-même, Capestan, vous m'avez bien suspecté dans cette affaire. Non, à aucun moment, rétorqua la commissaire. Son aplomb faisait friser la raillerie. Un sourire entendu éclaira les bajoux du directeur. Une question continuait de la tarauder. Mais pourquoi ne pas l'avoir coincé vous-même? Je ne voulais pas devenir tombeur de flic, j'ai une image à maintenir. Alors que moi, ça ne vous dérange pas. Beaucoup moins, répondit-il sans le moindre embarras. Dites-moi, Capestan, j'ai reçu un PV pour le brigadier Lévitz, 90 km/h en agglomération. Oui, ce serait gentil de le faire sauter, il n'a presque plus de points. Un excès de vitesse sur une motocrotte, ça n'existe plus les motocrottes, c'est une nettoyeuse. La causerie de Rosière et Merlot animait comme toujours leur parvint au-dessus des notes de relax de Mika. Rapport à la planète, aux bêtes, à ce que tu veux, j'achète que du bio, du label rouge, tout ceci est fort coûteux. Or, justement, je tiens ma place. Si même les riches achètent des cochonneries, faudra pas se plaindre qu'on produise que ça. Certes, cependant, tu votes à chaque fois que tu payes dans notre société. Les urnes, on s'en tamponne, c'est le caddie qui compte. Tiens, à propos, fit-elle, tendant son verre. Pendant que Merlot visait un quart de la bouteille dans le verre et un dixième sur le tapis, le Breton intervient. Va faire un tour dans 2 ou 3 dictatures, tu verras si ce ne sont pas les urnes le plus important. N'empêche, affirma Rosière en exposant la robe grenat du Gironda, chaque fois que tu bois, chaque fois que tu bouffes, tu votes. Et tu es très très citoyenne, fit le Breton en lui pressant l'épaule. Moi, par exemple, je enchaîne à Merlot, mais il fut interrompu par Lévitz qui courait tout azimut en piaffant. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. 3 en 1 minute. À chaque syllabe, il vaporisait de la sueur de biscuit autour de lui, alors qu'Évrard se rapprochait de Rosière, incrédule, l'attrapa par le bras. Il a mangé les 3 petits beurres? Non, des pims, mais il est tellement content que je n'ose pas lui dire que ça ne compte pas. Capestan saisit un toast au fromage frais sur le buffet. Buronne l'imita. Elle évita un léger mouvement de tête. Un ballon jaune s'était détaché du plafond et voltait maintenant au ras du sol. Donc, dit-elle, si j'ai bien compris, notre brigade est vouée au règlement de vos comptes personnels. Une nuance de chagrin alourdit le regard débassé du directeur. Non, ce ne sont pas des comptes. Alexandre était mon ami, vous savez. Mon devoir était d'enquêter, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Votre brigade et mon entre-deux. Capestan, ma solution intermédiaire. Je n'ai pas créé la Ligue Super Justice, juste une 3e voie insoupçonnable, car placardisée. Mais bien construite, ajouta-t-il dans un sourire. Vous auriez pu me le dire directement. Je n'étais pas encore certain que l'équipe fonctionnerait. Le ballon avait gagné la piste où il rebondissait gaiement au milieu des danseurs qui, tous, s'efforçaient de l'épargner. Dax, tout en battant le rythme, tenait un petit bol de dragée dans lequel il piochait régulièrement. Il les croquait à pleine mandibule, grimaçait, puis recommençait, intrigué. Il proposa le bol à Lévitz avec un haussement d'épaule qui semblait signifier « bizarre mais pas mauvaise ». « Elle fonctionne », affirma Capestan. « Et pour que ça continue, je veux au moins une voiture correcte, du respect et de la considération. » « Je peux vous avoir la voiture. » « C'est le principal, fit Capestan, en gobant son toast aux chèvres frais. Buronne engloutit le sien à son tour et s'essuya les mains dans une serviette en papier à petits cœurs rouges. « Je sais que vous méritez mieux, mais avec vos bavures, je ne pourrais pas faire autrement. C'était la seule porte de sortie. »« Ça me va très bien, Buronne, » coupa la commissaire en observant sa brigade. Évrard, Dax et Lévitz talonnaient le plafond des voisins du dessous. Torres claudiquait le bras en écharpe. Rosière tentait en vain de saouler Orsini. Merlot ronflait au milieu des décibels. Le Breton croisa le regard de Capestan et leva son verre dans sa direction. Elle trinqua en retour. « Ça me convient parfaitement, » conclut-elle. Couché au pied de Rosière, un bout de babine étalé sur la pointe de son escarpin, Pilou guettait l'air de rien, évaluant les alentours d'une truffe affûtée. Effluve de charcuterie, humain titubant et joyeux, le contexte était prometteur. Il avait sûrement moyen d'obtenir gratouilles d'oreilles et saucissons.
Pilote commença à étirer un cuisseau pour partir en chasse, quand il sentit la main de sa maîtresse lui flatter le flanc. Il se rassit aussitôt et, dans un élan de conscience toute canine, leva le museau vers le grand copain baraqué installé à côté. Celui-ci sourit en lui tendant un morceau de pâté en croûte. Pilou le goba dans un claquement de mâchoire. À domicile, on le servait. À domicile.